Vous êtes bien sur France 24, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce mardi 23 novembre, la crainte d'une nouvelle nuit de violence aux Antilles françaises. La réunion d'hier à Matignon n'a pas ramené le calme. Point de départ de la crise, l'obligation vaccinale pour les personnels soignants reste une priorité pour l'État, prêt toutefois à accepter le recours au vaccin sans ARN messager. Est-ce une défaillance technique ou bien une erreur humaine? On ignore toujours la cause exacte qui a conduit un autocar à s'embraser après avoir heurté la glissière de sécurité d'une autoroute en Bulgarie. Il y a 46 morts, dont 12 mineurs. C'est l'accident le plus meurtrier en Europe ces 10 dernières années. Après les États-Unis, la France appelle à son tour ses ressortissants à quitter l'Éthiopie. Le gouvernement d'Addis Abeba a décrété l'état d'urgence face à l'escalade des affrontements avec les rebelles du Tigré. C'était au début du mois. Il est 20h à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. Une procédure pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique est ouverte en Martinique après des tirs par arme à feu la nuit dernière visant des pompiers et des forces de l'ordre à Fort-de-France. Et il n'y a aucun blessé, mais le mouvement contre l'obligation vaccinale pour les personnels soignants, parti de Guadeloupe, fait désormais tache d'huile. Des barrages érigés cette nuit contre l'obligation vaccinale des soignants et le coût de la vie. Les manifestants ont enflammé des pneus et des voitures. Vers 1h du matin, alors qu'elles interviennent sur des feux dans ce quartier de Fort-de-France, les forces de l'ordre sont prises pour cible, visées à plusieurs reprises par des tirs d'armes à feu. Tout en circulant, les collègues se sont fait tirer dessus et lorsqu'ils ont stoppé le véhicule, ils ont constaté des impacts sur le véhicule. Aucun blessé n'est à déplorer, mais une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce matin, au milieu des carcasses de véhicules, les riverains ne comprennent pas cette montée des violences. Je dis que ce n'est pas acceptable parce que les policiers sont là pour faire leur boulot et ils ne sont pas là pour être menacés ni attaqués. Ça sert à quoi aujourd'hui? Au nom de quoi? Oui, on nous impose des choses. Oui, nous sommes contre qu'on nous impose des choses. Mais est-ce qu'en brûlant, est-ce que ça va servir à quelque chose? Pour l'heure, les principaux axes routiers de l'île restent bloqués. Reçus aujourd'hui par le préfet et la collectivité de Martinique, les syndicats appellent à poursuivre la grève générale. Et sur l'autre île, d'où est parti le malaise en Guadeloupe, malgré la présence du RAID et du GIGN, la nuit dernière a encore été émaillée d'incidents, avec là aussi des tirs à balles réelles sur les forces de l'ordre. Elles ont procédé en une semaine, depuis le début de la crise, à 90 interpellations, avec à la clé pas moins de 60 gardes à vue. On fait le point en images avec Laura Senet, journaliste à Guadeloupe, la première. Toutes les déclarations venues du gouvernement sont accueillies comme des déclarations de mépris par le collectif mobilisé ici en Guadeloupe. Invité de notre édition hier soir encore, leur porte-parole Jean-Marie Nomertin disait que les réponses du gouvernement ne sont pas adaptées à leurs revendications. Ils restent fermes et déterminés et ils réclament toujours une rencontre avec les autorités. Sur le terrain, la situation s'est un petit peu améliorée hier soir. La nuit d'hier a été un petit peu moins violente que celle que nous avions connue. Nous avons aussi ici en Guadeloupe essuyé quelques tirs à balles réelles en périphérie de la région pointoise où je me trouve ici, mais pas d'incendie, pas de scène de pillage comme on a connu ces derniers jours. Dans son désormais traditionnel bilan de la situation, la préfecture nous signale tout de même un décès en marge de barrage, une personne à laquelle les secours n'ont pas pu sauver. Elle est décédée lors de son transport. Une enquête a été ouverte, bien sûr, le parquet a été saisi. Mais de manière générale, ici en Guadeloupe, la situation reste la même. Les routes et surtout la Basse-Terre restent toujours bloquées. Un terrible accident d'autocar en Bulgarie a fait 46 morts, dont 12 mineurs. C'est le plus meurtrier en Europe ces dernières années. Le véhicule qui a heurté une glissière de sécurité a pris feu. La plupart des victimes sont originaires de Macédoine du Nord. Harold Girard. Les restes calcinés du bus touristique sur cette autoroute bulgare témoignent du terrible bilan. Parmi les dizaines de morts, on compte 12 jeunes de moins de 18 ans, dont 5 enfants encore à l'école primaire. L'accident qui a eu lieu près de la ville de Bosnec, dans l'ouest du pays, est le plus meurtrier en Europe depuis 10 ans. Les causes restent inconnues.
Des témoins disent avoir entendu une explosion. Nous cherchons à savoir ce qui a causé cette explosion. S'il s'agit d'une explosion à l'intérieur du bus ou d'une explosion causée par la collision du bus avec les glissières de sécurité. Cela nous renvoie aux principales pistes de l'enquête. Est-ce une défaillance technique du véhicule ou une erreur humaine qui a causé l'accident ? La plupart des victimes étaient originaires de Macédoine du Nord et revenaient d'une excursion en Turquie vers leur ville de départ, la capitale Skopje. Ce mardi, le Premier ministre bulgare a reçu en urgence son homologue macédonien. La seule chose que nous pouvons faire dans cette situation est de montrer notre compassion aux proches des victimes et présenter nos condoléances. L'audition des 7 survivants devrait éclaircir l'enquête dans les prochains jours. Le Premier ministre bulgare, lui, a d'ores et déjà rejeté la thèse d'un mauvais entretien de la chaussée, alors que son pays est souvent critiqué pour l'état de ses routes. C'est la conséquence de la crise à la frontière Pologne-Biélorussie. Bruxelles va établir une liste noire des entreprises qui participent à l'acheminement de migrants à ses frontières, avec à la clé des sanctions, notamment contre la compagnie aérienne biélorusse Belavia. Écoutez la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Les agences de voyage spécialisées qui proposent des offres tout compris, visa, vol, hôtel et de manière assez cynique, taxi et bus jusqu'à la frontière. Soyons très clairs, ces migrants sont trompés par des fausses promesses infâmes. C'est-à-dire, nous devons vraiment lutter contre cela. Et c'est pourquoi nous proposons d'établir une liste noire pour tous les moyens et modes de transport sur la base de la législation internationale sur la traite et le trafic de migrants. Il vient, dit-il, chercher un terrain d'entente avec l'Iran. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, est à Téhéran. On est à moins d'une semaine de la reprise à Vienne des négociations prévues pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Mounia Kassem. Il n'était pas revenu en Iran depuis le 12 septembre dernier. Raphaël Grossi, chef de l'AIEA, est à Téhéran pour reprendre les discussions avec les autorités iraniennes sur leur programme nucléaire. À ce stade, nous continuons les négociations dans l'espoir de trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente, car le temps presse. Lundi prochain à Vienne, les grandes puissances, dont les États-Unis, vont retrouver l'Iran pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire. Ce qui est important, c'est que l'Iran est déterminé à poursuivre son programme nucléaire et veut utiliser tous les aspects de la technologie nucléaire pour améliorer la vie de sa nation, y compris pour produire de l'énergie nucléaire. L'échec de la voie diplomatique pourrait avoir des répercussions dans toute la région. Pour Israël, Téhéran enrichit son uranium à des fins militaires et pour ainsi se doter de l'arme nucléaire. Le pays se sent directement menacé et promet de ne pas laisser les Iraniens en arriver là. De toute façon, même si l'accord est rétabli, Israël ne fait pas partie des signataires. Notre pays ne se sent pas lié par celui-ci. En 2015, lors de la signature du texte, nous avons baissé la garde. Ça a été notre erreur. Cela ne se reproduira plus. Nous maintiendrons notre liberté d'action. Le message est clair. Israël n'écarte aucune option, même celle de l'intervention militaire. En attendant, les Occidentaux exigent notamment des autorités iraniennes qu'elles justifient la présence de traces d'uranium sur 3 sites qui n'ont jusque-là jamais été déclarés. La France, après les États-Unis, appelle à son tour ses ressortissants à quitter l'Éthiopie. Paris qui déconseille également les transits par l'aéroport de la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Le conflit entre les forces gouvernementales et les combattants rebelles du Front populaire de libération du Tigré a fait des milliers de morts depuis novembre 2020. Face à l'escalade de ces affrontements, le gouvernement a décrété l'état d'urgence en début de mois. C'est une première depuis 2018. On fait le point à Addis Abeba avec notre correspondante Maria Gert-Niculescu. Une
une cellule de crise a été ouverte par l'ambassade de France. L'évacuation sera organisée pour ceux qui le souhaitent directement par l'ambassade et ce à partir de mercredi. Cette demande intervient alors que d'autres pays comme les États-Unis ou encore l'Allemagne avaient déjà demandé à leurs ressortissants de quitter le pays au vu de la situation militaire. Les États-Unis qui ont exprimé mardi leur inquiétude face à l'évolution des combats. Mais pour l'instant, l'aéroport international d'Addis Abeba reste ouvert, il fonctionne normalement et il y a toujours des vols quotidiens entre Addis Abeba et Paris. Pour l'instant, les rebelles tigréens se trouvent encore à environ 190 km au nord-est de la capitale, mais ils poursuivent leur combat et leur avancée vers Addis Abeba. Ils se battent pour l'instant autour de la ville de Debrecina qui se trouve dans un col extrêmement montagneux. C'est donc une étape très très difficile dans leur avancée. Les forces tigréennes qui disent vouloir prendre la capitale Addis Abeba pour mettre fin au siège, au blocus humanitaire imposé au Tigré où l'ONU affirme que des centaines de milliers de personnes font face à la famine. Si les rebelles tigréens parviennent à contrôler ce col de Debrecina, il est probable que le degré d'alerte sur la capitale s'élèvera encore d'un cran. Le gouvernement éthiopien, de son côté, assure que les forces tigréennes seront vaincues. Lundi soir, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a même affirmé qu'il irait lui-même au front pour s'assurer de la victoire de l'armée éthiopienne. Et ce mardi, la mairie d'Addis Abeba a assuré que la capitale était en situation de paix. Cette nouvelle mission à présent pour la NASA, l'agence américaine d'aérospatiale, va tenter de dévier un astéroïde de sa trajectoire. 27 000 astéroïdes proches de la Terre sont répertoriés. Le risque de collision en général est infime. Le récit pour France 2 d'Hilal El Aflahi. C'est un scénario digne du film Armageddon. Protéger la Terre d'un astéroïde en déviant sa trajectoire, c'est l'objectif de la mission DART, Fléchette en anglais. Une fusée décollera ce soir depuis la Californie en direction de 2 astéroïdes. Didymos, 780 mètres de diamètre, 2 fois et demi la taille de la Tour Eiffel, et Dimorphos, 5 fois plus petit. Dans un peu moins d'un an, la sonde DART, un engin de 550 kg, sera projetée à une vitesse de 24 000 km/h pour venir s'écraser sur le plus petit des astéroïdes. La partie principale de la fléchette est 100 fois plus petite que l'astéroïde. Ça ne va pas le détruire, ça va juste lui donner un petit coup. Sa trajectoire devrait alors être modifiée. Une déviation faible ou au contraire importante, c'est ce que cherchent à savoir les scientifiques. Et si un jour on découvre qu'un astéroïde se dirige vers la Terre, ce genre d'information nous donnera une idée du niveau de force dont nous aurons besoin pour dévier cet astéroïde de la Terre. Selon la NASA, près de 27 000 astéroïdes proches de la Terre sont répertoriés, avec un risque de collision infime de 0,057% d'ici 2300. Et c'est tout de suite le journal des sports. Journal des sports avec Benoît Perrochet. Bonjour Benoît. Bonsoir Raphaël. Et après les débordements du week-end en Ligue 1 de football, le gouvernement promet de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité dans les stades. Le ministère des Sports, de la Justice, la Ligue, la Fédération réunis ce matin, place Beauvau, autour de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Réunion de crise qui fait suite à l'arrêt de la rencontre entre Lyon et Marseille dimanche soir après un jet de bouteille sur le milieu de terrain de l'OM, Dimitri Payet. On va écouter tout de suite le ministre de l'Intérieur à la sortie de cette réunion. Nous avons convenu de travailler ensemble sur 4 sujets. Le premier est celui, évidemment, de la question sur l'autorité de M. le garde des Sceaux de l'interdiction des stades et des réponses. Si vous le souhaitez, il pourra le détailler. La question de la sécurisation même des stades, des caméras de vidéoprotection et des filets. La Ligue et la Fédération y travaillent. La question, évidemment, de la sécurité privée, puisque nous devons améliorer encore l'accès, si j'ose dire, le contrôle à l'accès des stades. Et puis enfin, et sans doute la question la plus importante qu'on a vue dimanche, l'accélération du processus de décision de qui arrête un match, comment on arrête un match, quelle responsabilité pour arrêter ce match, entre évidemment le rôle essentiel de l'arbitre, dont nous sommes tous évidemment extrêmement attentifs, et le rôle également du préfet, puisqu'il y a une question d'ordre public qui se pose lorsqu'on évacue des stades.
Voilà, et l'auteur a été jugé aujourd'hui en comparution immédiate, condamné par le tribunal correctionnel à 6 mois de prison, Raphaël, avec sursis, une peine assortie d'une mise à l'épreuve et d'une interdiction d'accès au Groupama Stadium, le stade de Lyon, pendant 5 ans. On est en ligne avec Hubert Artus, journaliste et auteur de Galaxy Foot, dictionnaire rock, historique et politique du football. On va parler avec vous de ces événements, de ces débordements. Pas de décision donc immédiate prise lors de cette réunion ce matin, mais des thèmes de travail et des décisions peut-être dans 15 jours. Pourtant, ce problème, Hubert, ça fait des années, des mois en tout cas depuis le début de la saison. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débordements, mais des années que les pouvoirs publics le connaissent, ce problème. Oui, tout à fait. Alors bon, il serait temps que tout ça soit pris à bras le corps. On voit les problèmes les plus gros qu'il y a eu dans les tribunes de supporters, c'est les problèmes du racisme dans les tribunes, et on voit le problème qu'ont les gouvernants, alors aussi bien des institutions du sport et du football que les gouvernants du gouvernement. On voit le mal qu'ils ont à imaginer des solutions. Il ne s'agit pas forcément tout de suite de punir, de trouver une solution pour demain ou pour la prochaine journée de championnat. Il faudrait juste que les pouvoirs sportifs, les pouvoirs politiques, les pouvoirs préfectoraux imaginent des solutions, se mettent autour d'une table, se mettent avec des gens qui pratiquent le sport, qui connaissent le sport, qui pratiquent le supporterisme ou qui ont pratiqué le supporterisme, pour faire quelque chose qui soit à la fois du domaine de la pédagogie, du sport et de l'encadrement plutôt que de la répression. Après, il est certain que quand on a des énergumènes d'idées, parce que là, il y a un individu qui a été mis en garde à vue et qui a ensuite été condamné à 6 mois pour ce qui s'est passé dimanche, pour le jet de bouteille sur Dimitri Payet, ce qui est une honte absolue et sans nom. Là, évidemment, il faut être dans la répression, mais pour ne pas que ça se reproduise, comme pour ne pas que se reproduise la tragédie des cris racistes dans les tribunes, il faut imaginer quelque chose. On a vu que le PSG, le Paris Saint-Germain, dans les années 1990, avait eu des gros problèmes. Pendant un petit bout de temps, la direction avait laissé rentrer des militants fascistes et des individus fascistes d'extrême droite dans le Parc des Princes. C'est pour ça que toute une génération de personnes s'était détournée du PSG et ou du Parc des Princes. Ils avaient su, au bout de quelques années, exfiltrer ses supporters. Il faut faire ça dès qu'il y a un problème de cris racistes ou de jet de bouteilles sur des joueurs ou sur des arbitres. Hubert Artus, on a eu l'impression clairement dimanche soir que tout le monde se renvoyait la balle. Qui est responsable aujourd'hui de la sécurité dans les stades? Que tout se passe bien dans les stades? Est-ce que c'est la Ligue? Est-ce que c'est le club? Est-ce que ce sont les pouvoirs publics? Dans le football professionnel, Ligue 1, Ligue 2 masculine et une bonne partie de la D1 Arkema pour ce qui est du foot féminin en France, le premier responsable, c'est le club qui reçoit. C'est pour ça que là, la pression était sur le président Jean-Michel Aulas. Mais en partenariat, j'allais dire, avec la préfecture et donc la préfecture de police, donc avec l'institution publique. Mais le responsable, en premier chef, au regard de la loi, dans le football professionnel français, masculin comme féminin, c'est le club qui reçoit. Il faut donc lui qu'il organise intelligemment avec la Ligue professionnelle de football et les pouvoirs préfectoraux, mais ça lui appartient à lui de prendre cette initiative. On cite souvent Hubert Artus en exemple l'Angleterre pour avoir su, à défaut de mettre fin, en tout cas canaliser, contenir cette culture de la violence dans les tribunes, qu'est le hooliganisme. Il y a des leçons qu'on peut en retirer, nous, côté français? Oui, mais elles sont mauvaises pour 2 raisons. La première, c'est que ces solutions, vous l'avez dit, contre le hooliganisme, s'adaptent dans le contexte européen des années 80-90. Nous ne sommes plus dans les années 1980-1990. Ça, c'est la première raison. C'est une autre réalité sociale aujourd'hui, surtout après le Covid. La deuxième raison, c'est que c'est une mauvaise solution qui a été apportée, parce que la solution, elle est ultra-capitaliste et thatchérienne, donc elle ne s'adapte pas au football. C'est Margaret Thatcher qui avait dit, puisque les supporters qui posent problème sont des hooligans, et puisque la plupart des hooligans sont des pauvres, il n'y a qu'à juste exclure les pauvres des stades. C'est ce qu'ils ont fait en augmentant le prix des stades. Résultat, il y a un type qui s'appelle Rupert Murdoch, un magnat de la télévision, qui a acheté les droits du championnat anglais, qui en a fait le championnat certes le plus riche du monde, donc du plus haut niveau, mais aussi le plus cher du monde. Les supporters qui, normalement, doivent aller au stade, en Angleterre, ils ne peuvent que rarement aller au stade. Ils vont au pub, devant la télé,
enrichir Rupert Murdoch. C'est une solution qui ne doit pas se faire ainsi en France. D'autant plus, encore une fois, qu'on est en 2021 et qu'on n'est plus dans les années 1980-90 et qu'en plus on n'est pas en Angleterre, qui est un pays de culture foot, ce qui n'est pas la France à mon sens, et où la question se posera donc différemment. Merci Hubert Artus, journaliste et auteur de Galaxy Foot, dictionnaire rock, historique et politique du football, d'avoir été avec nous. En point, en poche, c'est important. Merci, c'est bien de le préciser. On continue bien sûr le football cette fois sur les stades. C'est la 5e journée de Ligue des Champions et Benoît, des équipes qui jouent dès à présent leur place en 8e de finale. Allez, un coup d'œil à cette 5e journée avec notamment Lille dans le groupe G qui va jouer un match décisif dans... dans l'optique de sa qualification en 8e de finale. Les Lillois qui reçoivent Salzbourg. Et en cas de victoire ce soir, ils prendraient seuls la tête de leur groupe. Nous, on va écouter, parce qu'il y a un match important également entre le Barça ce soir et Benfica. Le Barça emmené, vous le savez, par Xavi depuis peu, l'ancienne gloire du club catalan qui a débuté par une victoire lors du derby face à l'Espagnol. Barcelone, on l'écoute Xavi tout de suite. Ce match, pour moi, c'est une opportunité. Je ne considère pas cette rencontre comme une pression supplémentaire. Et je le pense vraiment, je suis honnête. C'est une occasion en or de faire un pas de plus vers la qualification en 8e de finale, et le football offre toujours une chance. Et après avoir perdu 3-0 à l'aller, ce match retour est un vrai challenge pour nous. Mais nous sommes le FC Barcelone. On joue à domicile et on va arriver sur le terrain avec la volonté réelle de gagner. C'est un défi et j'adore les défis. Lo veo como una oportunidad, es un reto y a mí me encantan los retos. Et puis pour terminer, de la voile, puisque c'est le dénouement de la Transat Jacques Vabre. Allez, premier à couper la ligne large de Fort-de-France en Martinique après 15 jours de mer. Le duo Sébastien Rogue, Mathieu Souben, c'était la nuit dernière. Il s'impose dans la catégorie Ocean 50, c'est multicoque de 15 mètres. L'une des 4 classes de voiliers engagées sur la course. Les organisateurs qui ont mis en place 3 parcours différents en fonction de la classe du bateau pour permettre une arrivée relativement groupée. Et justement, bien le premier de la catégorie ultime, c'est Maxi Trimaran de 32 mètres, les plus rapides du monde, qui avait un parcours un tiers plus long que les autres, est arrivé il y a seulement quelques heures. Le tandem Franck Camas, Charles Caudrelier à la barre du Maxi Edmond Rothschild remporte la course dans sa catégorie. Leur temps de course, 16 jours et 1 heure. Voilà. Merci. Merci Benoît Perrochet, c'était le journal des sports. On se retrouve dans 8 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct. Restez avec nous.